Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pourquoi, l'émission qui vous en apprend toujours plus. Aujourd'hui, pourquoi existe-t-il les délocalisations ? Tout d'abord, quelques définitions. Une délocalisation, c'est quoi ? En économie, une délocalisation, c'est le déplacement d'une unité de production d'un pays vers un autre lié à la recherche d'un coût de production plus bas. Utilisée essentiellement par les firmes multinationales, la délocalisation a pour objectif la recherche d'un environnement juridique plus favorable en matière de réglementation du travail, de fiscalité, d'échanges ou d'activités polluantes. Et donc justement, pourquoi les entreprises françaises délocalisent-elles ? Si vous écoutez la télévision, votre réponse au problème que posent les délocalisations ne se limitera que par des phrases du genre « En France, les entreprises délocalisent car les salaires sont trop élevés ». En France, le droit du travail est trop complet, trop complexe. En France, la fiscalité est trop importante. En France, il y a trop d'acquis sociaux. En France, les normes environnementales sont trop contraignantes pour les entreprises. En France, il n'y a pas assez d'heures de travail hebdomadaires, etc., etc. Toutes les raisons que nous venons d'énumérer sont bien évidemment des réponses valides pour expliquer les délocalisations. Sauf qu'il n'est pas question de la raison essentielle de cette dernière. En effet, chers internautes, si les délocalisations existent, c'est bien parce qu'avant tout, les délocalisations sont autorisées alors qu'avant, il existait en France ce que l'on appelait le contrôle aux échanges de capitaux. Je m'explique. En fait, si vous voulez, depuis que la France a signé le traité fondateur de l'Union européenne, c'est-à-dire le traité de Maastricht en 1992, la France, avec d'autres pays, a accepté entre autres, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui stipule que toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'avant 1993, la date d'application du traité de Maastricht, lorsqu'une entreprise souhaitait créer une usine à l'extérieur de la France, elle devait donc sortir de l'argent de France. Mais pour ce faire, l'entreprise devait demander une autorisation à l'État, au ministère des Finances, qui acceptait ou non. Si c'était pour faire comme Peugeot qui voulait créer une usine en Iran et vendre des voitures en Iran, l'État acceptait, car c'était bénéfique pour la France. Par contre, si c'était pour créer une usine en Iran et réimporter les voitures en France, l'État refusait, vu que ce n'était pas dans son intérêt. Bon, ceci étant dit, vous comprenez probablement mieux pourquoi les entreprises délocalisent. Elles délocalisent parce que c'est bêtement mais simplement autorisé. Outre le problème que pose cet article au niveau des délocalisations, si l'État ne peut plus intervenir dans les mouvements de capitaux, il n'a donc plus le droit d'interdire les délocalisations, mais il n'a pas non plus le droit d'interdire à une entreprise américaine, allemande, finlandaise, italienne ou autre, de racheter ces fleurons industriels, contrairement à 90% des autres pays du monde qui, eux, ont un contrôle aux échanges de capitaux. Et même les États-Unis, qui pourtant sont un pays d'extrême droite au sens économique du terme, c'est-à-dire beaucoup pour la liberté économique, utilisent, le cas échéant, le contrôle aux échanges de capitaux, avec pas plus tard que septembre 2017, le président Donald Trump qui s'est opposé au rachat de l'américain Lattice, un fabricant de semi-conducteurs aux Chinois, au nom de la sécurité nationale. Ceci dans le cadre des traités européens, cela n'aurait tout simplement pas été possible. Il y a un troisième point que nous ne verrons pas dans cette vidéo en rapport avec l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est que si les entreprises peuvent sortir de l'argent sans autorisation, les particuliers aussi. Et donc c'est vachement mieux pour pratiquer de l'optimisation fiscale, voire même de la fraude fiscale. L'un est légal, l'autre non. Et ceci est responsable d'un manque à gagner pour l'État français d'entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Mais revenons à nos moutons. En France, on n'a pas beaucoup de chiffres sur les délocalisations, mais sous le règne de Sarkozy Ier, il y a eu quand même une étude qui malheureusement n'a pas été renouvelée, mais qui était très intéressante. Elle a été réalisée par l'INSEE entre 2009 et 2011, et il en ressortait qu'au cours de cette période, 4,2% des sociétés françaises ont délocalisé au moins une activité. Et les premiers pays vers lesquels elles délocalisent ces entreprises sont tout d'abord des pays membres de l'Union européenne, à 60%. Viennent ensuite les pays d'Afrique, 24%, puis la Chine, 18%, et l'Inde, 18%. Bien entendu, vous l'aurez remarqué, si vous cumulez ces pourcentages, vous trouvez 120%. Rassurez-vous, c'est en fait tout simplement parce qu'au cours de cette période, il y a des entreprises qui ont délocalisé plusieurs activités dans des zones géographiques différentes. Alors, ce qui pousse les entreprises à choisir des destinations intra-Union européenne plutôt que la Chine ou l'Inde sont multiples. Et on va essayer d'en voir quelques-unes ensemble. Déjà, les pays de l'Union européenne font partie du marché commun, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de taxes entre les pays de l'Union européenne. Déjà ça, c'est un bon point.
Vous avez aussi le transport qui est moins coûteux car moins loin, et aussi des salaires étant similaires voire plus faibles qu'en Chine comme en Roumanie et en Bulgarie où les salaires sont de 319 et de 235 € par mois. Concernant l'Afrique, l'histoire avec un grand H qu'a la France avec les pays du continent, notamment au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, y est fortement aussi pour quelque chose. Le langage étant le même, cela facilite grandement l'implantation d'entreprises dans ces pays, et pas seulement des entreprises textiles ou des centres d'appel téléphoniques, mais également des industries de nouvelles technologies, développant des logiciels ou faisant de la maintenance informatique, etc. Pour en finir sur l'Inde et la Chine, ce sont des pays faisant partie donc des BRICS, c'est-à-dire des pays ayant un fort potentiel de développement, et donc créer des produits là-bas est doublement gagnant, car les entreprises peuvent non seulement exporter les produits qu'elles créent dans ces pays aux pays développés, mais elles peuvent également les vendre sur place bénéficiant d'un marché de quand même 2,7 milliards d'individus dans ces deux pays, où la croissance annuelle moyenne varie aux alentours de 7% par an. C'est pas mal. Bref, après ce tour d'horizon, ma foi assez large même si que peu détaillé, il reste une dernière raison aux délocalisations. Cela ne vous aura pas échappé, nous vivons dans un pays où le système économique, et il n'est pas le seul loin de là, est régi par la loi de l'offre et de la demande. Et donc, la dernière grande raison de l'existence des délocalisations est, et vous le voyez venir, les choix de consommation des ménages. En effet, si madame ou monsieur Tartampion préfèrent consommer des produits de fabrication européenne, sud-américaine, chinoise ou autres au détriment de produits nationaux et locaux, il va de soi que ça va favoriser les délocalisations vu qu'en plus celles-ci sont autorisées. Il y a donc aussi une responsabilité collective vis-à-vis des délocalisations de par nos choix de consommation à choisir le moins cher au détriment du plus durable économiquement pour le pays. Pour résumer, les délocalisations ne sont pas une fatalité. Elles résultent de choix politiques, comme le choix de ne plus intervenir dans les mouvements de capitaux, mais aussi de choix de consommation collectifs. Et le fait que d'autres pays aient des salaires plus bas, un nombre d'heures de travail hebdomadaire plus élevé, etc., n'est pas non plus un problème sans solution, car il existe des moyens pour remédier à ces problèmes de compétitivité, notamment grâce au taux de change de la monnaie, que nous verrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Sur ce, nous vous remercions de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous suivre sur notre page Facebook et sur Twitter pour ne rien rater des actions de l'association, des vidéos et de l'actualité. Si l'envie vous en prend, n'hésitez pas non plus également à faire un don sur notre page Tipeee, tous les dons étant reversés directement sur le compte de l'association. Sur ce, nous vous remercions de votre écoute une nouvelle fois et nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!